Toon essuya la sueur de son front en poussant sa charrette en bois à travers la rue bondée. Le soleil brûlait au-dessus de lui. Ses pieds lui faisaient mal après avoir marché toute la journée. Dans sa charrette se trouvaient des bouteilles d'eau froide et des sacs d'arachides grillés. Il vendait depuis le matin, mais n'avait gagné que juste assez pour acheter du pain pour le dîner. Sa chemise était déchirée à la manche. Ses chaussures avaient des trous. Les gens passaient à côté de lui sans le regarder. Certains le bousculaient. Tinday continuait d'avancer. Il devait vendre plus avant le coucher du soleil. Sa mère était malade à la maison. La circulation était bruyante et chaotique. Les klaxons retentissaient dans toutes les directions. Les motos se faufilaient dangereusement entre les véhicules. Les piétons criaient sur les conducteurs. Les conducteurs répondaient en criant. L'air sentait les gaz d'échappement et la nourriture frite des étals de rue. Tinday s'arrêta un coin près du feu de circulation. Il éleva la voix par-dessus le bruit. Eau à vendre. Eau froide. Arachides. Arachides fraîches. Quelques personnes le regardèrent rapidement mais continuaient de marcher. Une femme lui fit un geste pour le repousser avec rudesse. Tinday avala sa fierté. Il avait appris depuis longtemps que la honte ne nourrirait pas sa famille. Il continua d'appeler les clients potentiels. De l'autre côté du carrefour animé, une voiture noire aux vitres teintées était coincée dans la circulation. À l'intérieur, Zara Kingsley se pressait les doigts contre la tempe. Sa tête bourdonnait. La douleur avait commencé ce matin, et maintenant elle avait l'impression que son crâne allait éclater. Elle avait dit à son chauffeur de la conduire à l'hôpital, mais ils étaient coincés dans le pire embouteillage qu'elle ait jamais vu. Zara ferma les yeux et essaya de respirer lentement. Sa poitrine était oppressée. Quelque chose n'allait pas, très mal. Elle sentait son cœur battre de façon irrégulière. Sa vision commençait à se brouiller sur les bords. Avant que quiconque ne puisse réagir, la portière de Zara s'ouvrit soudainement. Elle tituba hors de la voiture, haletante. Son chauffeur cria son nom, paniqué, mais Zara ne l'entendait plus. Ses jambes fléchirent sous elle. Elle s'effondra sur l'asphalte brûlant, en plein milieu de la circulation. Les voitures zigzaguaient autour d'elle. Les klaxons retentissaient. Les gens hurlaient. Son chauffeur sortit précipitamment pour la rejoindre, mais une moto faillit le percuter. Il recula. Zara restait immobile sur le sol. Sa robe coûteuse se déployait autour d'elle. Du sang coulait là où sa tête avait heurté le bitume. Personne ne bougeait pour l'aider. Tout le monde était trop choqué ou trop effrayé. Tinday vit tout se passer. Son cœur manqua un battement. Sans réfléchir, il abandonna sa charrette et courut au milieu de la circulation. Une voiture passa à quelques centimètres de lui. Peu importait. Une jeune femme était en train de mourir sur la route. Il atteignit son côté et s'agenouilla. Son visage était pâle. Ses lèvres viraient au bleu. Elle ne respirait pas. Tinday avait déjà vu ça. Son oncle s'était effondré de la même façon des années auparavant. Il savait quoi faire. Il inclina sa tête en arrière pour ouvrir les voies respiratoires. Il pinça son nez, puis posa sa bouche sur la sienne et souffla de l'air dans ses poumons. Une fois, 2 fois, 3 fois. La poitrine de Zara se souleva et s'abaissa à chaque respiration qu'il lui insufflait. Tinday pressa ses mains contre sa poitrine et appuya fort en rythme. 1, 2, 3, 4, 5. Il comptait dans sa tête. Puis il lui donna 2 autres respirations. Il répéta le cycle encore et encore. La sueur coulait sur son visage. Ses bras étaient endoloris, mais il ne s'arrêtait pas. La foule autour d'eux grossissait. Les gens levaient leur téléphone pour tout filmer. Quelqu'un cria qu'une ambulance arrivait. Tinday les ignora tous. Il se concentra uniquement sur le fait de garder la jeune femme en vie.
Après ce qui sembla une éternité, Zara inspira brusquement. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Elle toussa et avala l'air avec désespoir. Tinda s'assit sur ses talons, respirant lourdement. Un soulagement intense l'envahit. Elle était vivante. Zara le regarda, confuse et effrayée. Elle ne savait pas où elle se trouvait ni ce qui venait de se passer. Tout ce qu'elle voyait était un jeune homme pauvre aux vêtements déchirés, les yeux inquiets, penché sur elle. Avant qu'elle puisse parler, son chauffeur arriva enfin. Il poussa Tindi de manière brutale. « Éloigne-toi d'elle. Ne la touche pas. » Deux grands agents de sécurité apparurent de nulle part. Ils saisirent Tindi par les bras et le traînèrent loin de Zara. Tindi ne résista pas. Il était trop épuisé. L'ambulance arriva, sirène hurlante. Les ambulanciers se précipitèrent vers Zara. En quelques minutes, elle fut placée dans l'ambulance. Son chauffeur monta avec elle. Les agents de sécurité repoussèrent Tindé dans la foule. L'un d'eux pointa un doigt sur son visage. « Reste loin de la famille Kingsley. Tu en as déjà assez fait. » Puis ils montèrent dans leur voiture et suivirent l'ambulance. Tindi resta là, confus et blessé. La foule commença à se disperser. Quelqu'un se moqua de lui. Une autre personne secoua la tête avec pitié. Tindi retourna à l'endroit où il avait laissé sa charrette. Elle avait disparu. Quelqu'un l'avait volée pendant qu'il sauvait la vie de cette femme. Tout ce qu'il possédait se trouvait dans cette charrette. Maintenant il n'avait plus rien. Tindi s'assit sur le trottoir et posa sa tête dans ses mains. Il venait de perdre son unique moyen de gagner de l'argent. Sa mère avait besoin de médicaments. Sa petite sœur avait besoin de frais de scolarité et maintenant il n'avait rien à vendre, rien à leur donner. Il sentit les larmes lui piquer les yeux, mais refusa de les laisser tomber. Quelques passants déposèrent des pièces à ses pieds, pensant qu'il mendiait. Tinda regarda les pièces, 5 petites pièces, même pas assez pour un pain. Il les ramassa lentement et les mit dans sa poche. Puis il se releva et commença le long chemin du retour chez lui. Ses jambes lui semblaient de plomb. Son cœur lui paraissait encore plus lourd. Pendant ce temps, à l'hôpital privé, Zara se réveilla dans une chambre blanche qui sentait l'antiseptique. Des machines bipaient doucement autour d'elle. Une perfusion était reliée à son bras. Son père se tenait au pied de son lit. Richard Kingsley était un homme grand, aux cheveux argentés et au regard froid. Il portait un costume qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une année. À ses côtés se tenaient 2 médecins ainsi que le frère aîné de Zara, Marcus. Ils parlaient tous à voix basse, d'un ton grave. Lorsqu'ils remarquèrent que Zara était réveillée, ils cessèrent immédiatement de parler. Son père s'approcha du lit. Son visage ne montrait aucune émotion. « Comment te sens-tu » La gorge de Zara était sèche. Elle essaya de parler, mais ne parvint qu'à murmurer. « Que s'est-il passé » Son père échangea un regard avec les médecins. « Tu t'es effondré dans la circulation. Tu as fait un grave malaise cardiaque. Les médecins disent que ton état est désormais stable, mais tu dois te reposer. » La mémoire de Zara était floue. Elle se souvenait de la douleur. Elle se souvenait d'être tombée. Et puis elle se souvenait d'un visage. Un jeune homme aux yeux bienveillants. Il lui avait rendu la vie. Il l'avait sauvée. Où est-il? L'homme qui m'a aidé. Je veux le remercier. L'expression de son père se durcit. Cet homme a été pris en charge. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Zara tenta de se redresser, mais son frère Marcus la repoussa doucement sur l'oreiller. Repose-toi, Zara. Père s'occupera de tout. Mais Zara se sentait mal à l'aise. Quelque chose, dans le ton de son père, l'inquiétait. Que veux-tu dire par « pris en charge » ? Que as-tu fait de lui ?
Richard Kingsley rajusta sa cravate. Nous menons une enquête complète. Cet homme t'a touché, a posé sa bouche sur la tienne devant des centaines de témoins. As-tu la moindre idée de ce que les gens disent? De ce que les médias rapportent? Nous devons protéger la réputation de cette famille. Les yeux de Zara s'écarquillèrent d'horreur. Il me sauvait la vie. Il m'a fait un massage cardiaque. Père, tu ne peux pas le punir pour ça. La mâchoire de son père se crispa. Je ferai ce qui est nécessaire pour te protéger, toi et cette famille. Maintenant, repose-toi. Nous en reparlerons plus tard. Avant que Zara ne puisse protester, son père quitta la chambre. Marcus le suivit. Les médecins vérifièrent ses constantes vitales, puis partirent à leur tour. Zara se retrouva seule. Elle s'enfonça dans les oreillers, frustrée et effrayée. Elle connaissait son père. Elle savait comment il agissait. Il voyait tout comme une menace pour son contrôle, pour son empire. Et maintenant, un homme innocent allait souffrir pour avoir osé toucher une Kingsley. Zara ferma les yeux et prit une décision. Elle retrouverait cet homme. Elle s'assurerait qu'il soit protégé. Mais d'abord, elle devait sortir de cet hôpital. Elle devait reprendre des forces, puis elle affronterait son père. Pendant que Zara se reposait dans le luxe, Tandy rentra chez lui, dans une petite pièce d'un quartier surpeuplé. Les murs étaient fissurés. Le toit fuyait quand il pleuvait. Sa mère était allongée sur un mince matelas dans un coin, toussant faiblement. Sa sœur Bissy était assise à côté d'elle, lui tenant la main. Quand Tandy entra, Bissy leva les yeux avec de l'espoir dans le regard. « Tu as tout vendu aujourd'hui? Tu as gagné assez pour les médicaments de maman? » Le cœur de Tandy se brisa. Il s'agenouilla près d'elle et secoua la tête. « J'ai perdu la charrette. Quelqu'un l'a prise. Mais je trouverai une autre solution. Je te le promets. » Sa mère tendit la main et lui toucha le visage d'une main tremblante. « Tu es un bon garçon, Tandy. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Tandy s'inquiétait. Il s'inquiétait chaque jour. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il resta allongé sur le sol, à fixer le plafond. Le lendemain, il devrait tout recommencer. Il lui faudrait emprunter de l'argent d'une manière ou d'une autre, trouver une nouvelle charrette, acheter de nouvelles marchandises à vendre. Cette pensée l'épuisait, mais il n'avait pas le choix. Sa famille dépendait de lui. Son père était mort 3 ans plus tôt. Depuis, Tandy était l'homme de la maison. Il n'avait que 20 ans, mais il portait le poids du monde sur ses épaules. Il pensa à la femme qu'il avait sauvée ce jour-là. Il se demanda si elle allait bien. Il espérait que oui. Au moins, quelque chose de bon était sorti de cette terrible journée. Le lendemain matin, Tandy se réveilla avant le lever du soleil. Il se lava le visage avec de l'eau froide prise dans un seau. Il enfila son autre chemise. Elle était aussi usée que la première, mais propre. Il dit à sa mère et à sa sœur qu'il reviendrait bientôt, puis sortit dans les rues encore sombres à la recherche de travail. N'importe quel travail. Il demanda sur des chantiers, dans les marchés, sur les quais de déchargement. Partout où il allait, on le refusait. Trop de jeunes hommes cherchaient du travail. Pas assez d'emplois pour tous. À midi, Tandy avait faim et se sentait découragé. Il s'assit sous un arbre pour se reposer. C'est alors qu'il entendit des gens parler non loin de là. Ils regardaient leur téléphone et riaient. Un homme tourna son téléphone vers son ami. « Regarde cette vidéo. Un pauvre idiot a embrassé une fille riche au milieu de la route. Maintenant ils disent qu'il l'a agressée. » Le sang de Tandy se glaça. Il se leva brusquement et s'approcha d'eux. « Excusez-moi, je peux voir cette vidéo ?» Les hommes le regardèrent avec méfiance, mais l'un d'eux lui tendit son téléphone. Tandy regarda l'écran.
Son propre visage lui faisait face. La vidéo le montrait en train de pratiquer la réanimation sur Zara, mais la légende racontait tout autre chose. Voyous des rues profitent d'une héritière inconsciente. La famille Kingsley exige justice. Tunde se sentit malade. Cela ne pouvait pas être vrai. Il rendit le téléphone d'une main tremblante. Les hommes le regardaient maintenant, la reconnaissance se lisant sur leur visage. « Attends, c'est toi. Tu es le gars de la vidéo. » L'un d'eux recula d'un pas. « Mec, tu as de sérieux ennuis. La famille Kingsley te cherche. » Tunde n'attendit pas d'en entendre davantage. Il se retourna et se mit à courir. Il courut à travers les rues, dépassant vendeurs et acheteurs, voitures et motos. Il courut jusqu'à ce que ses poumons le brûlent. Finalement, il s'arrêta dans une ruelle et s'appuya contre un mur, haletant. Comment tout avait-il pu si mal tourner? Il avait sauvé une vie. Et maintenant, il était traqué comme un criminel. Pendant les 3 jours suivants, Tunde se cacha. Il évitait les rues animées. Il couvrait son visage d'un tissu lorsqu'il sortait. La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre. Chaque télévision dans chaque vitrine diffusait la même vidéo. Chaque station de radio en parlait. Les gens avaient des opinions tranchées. Certains disaient que Tunde était un héros. D'autres affirmaient qu'il était un prédateur ayant profité d'une femme sans défense. La vérité ne semblait pas compter. Seule l'histoire comptait. Et la famille Kingsley contrôlait l'histoire. Tunde regardait son nom être traîné dans la boue. Des reporters interviewaient des personnes qui prétendaient le connaître. Ils inventaient des mensonges, disaient qu'il était un fauteur de troubles, un voleur. Rien de tout cela n'était vrai. L'état de la mère de Tunde s'aggrava. Sans argent pour les médicaments, sa condition empirait. Bissy pleurait chaque nuit. Tunde se sentait impuissant. Il ne trouvait pas de travail. Plus personne ne voulait l'embaucher désormais. Tout le monde reconnaissait son visage. Certains lui crachaient dessus quand il passait. D'autres l'insultaient. Un groupe de jeunes hommes le poursuivit même dans la rue en lui lançant des pierres. Tunde échappa de justesse à l'agression. Il rentra chez lui avec une coupure au front et des ecchymoses dans le dos. Sa mère pleura en le voyant. « Tout est de ma faute. Si je n'étais pas malade, tu n'aurais pas à souffrir ainsi. » Tunde lui serra la main avec force. « Ne dis pas ça, maman. Je vais arranger les choses. Je ferai en sorte que tout s'améliore. » Mais Tunde ne savait pas comment réparer quoi que ce soit. Il était pris au piège. La famille Kingsley l'avait peint comme un criminel et toute la ville le croyait. Puis, le 4e jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Tunde se cachait dans sa chambre lorsque Bissy fit irruption par la porte. « Grand frère, viens vite. Il y a une femme dehors qui te demande. » Le cœur de Tunde s'emballa. Était-ce la police? Était-il enfin venu l'arrêter? En regardant prudemment par la petite fenêtre, il vit une voiture noire garée dehors, la même que ce jour-là, et à côté se tenait la femme qui l'avait sauvée, Zara Kingsley. Elle était habillée simplement. Un foulard couvrait ses cheveux, mais Tunde reconnut immédiatement son visage. Il sortit lentement. Zara le vit et s'avança. Ses agents de sécurité voulurent la suivre, mais elle leva la main pour les arrêter. Elle s'approcha seule de Tunde. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Puis Zara parla. « Je te cherchais. Il fallait que je te trouve avant mon père. » La voix de Tunde était rauque. « Pourquoi? Tu es une Kingsley. Ta famille détruit ma vie. Pourquoi me chercher? » Les yeux de Zara se remplirent de larmes. « Parce que tu m'as sauvée, et je suis tellement désolée pour ce qu'ils t'ont fait. Je ne savais pas que j'étais inconsciente.
Quand je me suis réveillée et que j'ai compris ce que faisait mon père, j'ai essayé de l'arrêter, mais il n'a pas voulu m'écouter. La colère monta dans la poitrine de Tandy. Tes excuses ne réparent rien. J'ai tout perdu à cause de vous. Ma réputation, mon travail. Ma mère est en train de mourir et je ne peux même pas lui acheter ses médicaments parce que personne ne veut plus m'embaucher. Tout le monde pense que je suis un criminel. Zara tressaillit à ces paroles. Je sais. Et je vais réparer cela. Je vais dire la vérité à tout le monde. Je ferai une interview publique et j'expliquerai exactement ce qui s'est passé. Tu m'as sauvé la vie. Tu es un héros, pas un criminel, et le monde doit le savoir. Tandy secoua la tête avec amertume. Tu crois que ton père te laissera faire ça? Il possède les médias. Il possède tout. Zara releva le menton. Il ne me possède pas, moi. Je vais me battre contre lui sur ce point. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu viennes avec moi, que tu racontes ta version de l'histoire. Ensemble, nous pouvons changer le récit. Tandy laissa échapper un rire sans joie. Tu veux que je me tienne à côté de toi à la télévision? La fille d'un milliardaire et un pauvre vendeur de rue? Tu sais ce que les gens diront? Ce que ton père me fera? Zara s'approcha davantage. Je me fiche de ce que les gens diront et je te protégerai de mon père. Tu as ma parole. S'il te plaît, laisse-moi faire cette seule chose. Laisse-moi réparer les dégâts que ma famille a causés. Tandy voulut refuser. Chaque instinct lui disait de rester loin de cette femme et de sa famille puissante. Puis il pensa à sa mère, à Bissy, à toutes les personnes qui souffraient à cause de mensonges. Peut-être que Zara avait raison. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient dire la vérité. Il plongea son regard dans le sien et y vit un véritable remords. Finalement, il hocha la tête. D'accord. Je t'aiderai. Mais si tout tourne mal, si ton père s'en prend encore à moi, je ne te pardonnerai pas. Zara acquiesça gravement. Compris. Maintenant, s'il te plaît, monte dans la voiture. Nous devons partir vite avant que mon père ne découvre ce que je prépare. Tandy hésita un instant, puis la suivit jusqu'à la voiture. Ils traversèrent la ville en silence. Tandy était assis raide sur la banquette arrière. Il n'était jamais monté dans une voiture aussi luxueuse. Les sièges en cuir étaient doux. La climatisation soufflait de l'air froid. Cela ressemblait à un autre monde. Zara était assise en face de lui, l'observant attentivement. Finalement, elle parla. « Parle-moi de ta famille. » Tandy la regarda, surpris. « Pourquoi t'en soucies-tu » Zara haussa les épaules. « Parce que tu as tout risqué pour sauver une inconnue. Ça me dit que tu es quelqu'un de bien. J'ai envie d'en savoir plus sur toi. » Tandy réfléchit, puis commença lentement à parler. Il lui raconta la maladie de sa mère, les rêves de sa sœur de devenir enseignante, la mort de son père et le fardeau qu'il portait. Zara l'écouta sans l'interrompre. Quand Tandy eut terminé, elle resta silencieuse un long moment, puis dit « Je suis désolée que tu aies tant souffert. Ma vie a été à l'opposé de la tienne. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais je n'ai jamais été libre non plus. Mon père contrôle chaque aspect de mon existence, qui je vois, où je vais, ce que je dis. Je suis prisonnière dans une cage dorée. Le jour où je me suis effondrée, c'était à cause de la pression, du stress. Mon corps a lâché. Et puis tu m'as sauvée. Un parfait inconnu m'a montré plus de gentillesse en un instant que ma propre famille ne m'en a montré en des années. Cela signifie quelque chose. Tony sentit sa colère s'adoucir légèrement. Peut-être n'était-il pas si différent après tout. La voiture s'arrêta devant une petite chaîne de télévision à la périphérie de la ville, loin des grands réseaux contrôlés par la famille Kingsley. Zara avait choisi avec soin.
Cette station était indépendante, dirigée par des journalistes qui privilégiaient la vérité à l'argent. Zara guida Tendai à l'intérieur. La productrice était une femme d'âge mûr nommée Funi. Elle accueillit Zara chaleureusement. « J'ai été choquée quand tu m'as appelé. Es-tu sûre de toi? Ton père va être furieux. » Zara hocha la tête avec détermination. « J'en suis sûre. Ce jeune homme m'a sauvé la vie, et ma famille l'a remercié par des mensonges et de la persécution. Je veux rétablir la vérité. » Funi regarda Tendai avec intérêt. « Et vous êtes prêt à parler publiquement? » Tendai avala sa salive. « Oui, je le suis. » Ils furent conduits dans un petit studio. Les caméras étaient en place. Les projecteurs brillaient au-dessus d'eux. Tendai n'était jamais passé à la télévision auparavant. Ses mains étaient moites. Zara sembla sentir sa nervosité. Elle tendit la main et serra brièvement la sienne. « Tu peux le faire. Dis simplement la vérité. » La caméra se mit à tourner. Funi s'assit en face d'eux avec une expression grave. « Bonsoir. Ce soir, nous recevons une interview exclusive de Zara Kingsley et de Tendai. Ils sont ici pour revenir sur l'incident qui a dominé l'actualité cette semaine. Mademoiselle Kingsley, commençons par vous. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? » Zara prit une profonde inspiration, puis commença à parler. Sa voix était claire et assurée. « Je me suis effondrée au milieu de la circulation à la suite d'un grave malaise cardiaque. Je ne respirais plus. J'étais en train de mourir. Ce jeune homme, Tendai, a vu ce qui se passait, et sans hésiter, il s'est précipité dans la circulation pour m'aider. Il m'a pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire. Il m'a fait du bouche à accent grave-bouche. Il m'a sauvé la vie. Il n'y avait rien d'inapproprié dans ses gestes. Il accomplissait un acte médical d'urgence. Et pourtant, ma famille a essayé de le faire passer pour un criminel. C'est injuste. Et ce soir, je suis ici pour dire publiquement que Tendai est un héros. Il mérite de la reconnaissance, pas de la persécution. » Le studio resta silencieux. Funi se tourna vers Tendai. « Monsieur Admi, que souhaitez-vous dire à ceux qui ont cru aux mensonges à votre sujet ?» La voix de Tendai trembla d'abord, puis gagna en force. « Je ne suis pas un criminel. Je suis simplement un homme qui a vu quelqu'un en danger et a essayé d'aider. Je ne savais pas qu'elle était riche. Je ne savais pas de quelle famille elle venait. Je savais seulement que si je n'agissais pas, elle mourrait. Alors j'ai agi. Et maintenant, j'ai tout perdu à cause de cela, ma réputation, mon moyen de subsistance. Ma famille souffre parce que j'ai choisi de sauver une vie. Je ne regrette pas de l'avoir sauvée. Mais je regrette que le monde dans lequel nous vivons punisse la bonté et récompense la cruauté. Si ce jour-là j'avais détourné le regard et l'avais laissé mourir, personne n'aurait jamais connu mon nom. Mais parce que je l'ai aidé, je suis devenue une cible. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air. Funi hocha lentement la tête. « Merci à vous deux pour votre honnêteté. Cette interview sera diffusée ce soir. J'espère qu'elle changera les esprits. » Zara sourit pour la première fois. « Merci, Funi. » Lorsque la caméra s'arrêta, Zara se tourna vers Tendai. « C'était courageux. Tu t'es très bien exprimé. » Tendai secoua la tête. « J'ai seulement dit la vérité. Maintenant, attendons de voir si quelqu'un y croira. » Ils quittèrent le studio ensemble. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, le téléphone de Zara sonna. Elle regarda l'écran et son visage pâlit. « C'est mon père. Je dois répondre. » Elle porta le téléphone à son oreille. « Allô, père. » Même à distance, Tendai pouvait entendre la rage dans la voix de Richard Kingsley. « Où es-tu? Que as-tu fait? » La main de Zara trembla,
mais sa voix resta ferme. J'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. J'ai dit la vérité. La voix de Richard devint glaciale. Tu as couvert cette famille de honte. Tu t'es rangé du côté d'un moins que rien contre ton propre sang. Il y aura des conséquences, Zara. De graves conséquences. Zara ferma les yeux. Je n'ai plus peur de toi, père. Ce que tu as fait à Tandy était mal, et je ne ferai plus partie de tes mensonges. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, puis regarda Tanda. Je dois te mettre en sécurité. Mon père va se venger. Un frisson de peur parcourut l'échine de Tandy. Que est-ce que tu veux dire? Que est-ce qu'il va faire? L'expression de Zara était sombre. Je ne sais pas, mais nous devons nous préparer. Ils se rendirent dans une petite maison que Zara avait organisée. C'était un appartement modeste dans un quartier calme. Rien à voir avec les demeures des Kingsley, mais propre et sécurisé. Le garde du corps loyal de Zara, Amika, montait la garde à l'extérieur. Il était l'une des rares personnes en qui Zara avait une confiance totale. À l'intérieur de l'appartement, Zara faisait les 100 pas, l'esprit en ébullition. Tandy était assis sur le canapé, l'observant. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu aurais pu rester en sécurité dans le monde de ton père. Pourquoi risques-tu tout pour moi? Zara s'arrêta de faire les 100 pas. Parce que c'est la bonne chose à faire et parce que je suis fatiguée de vivre dans la peur. Toute ma vie, j'ai fait ce que mon père voulait, j'ai été celle qu'il voulait que je sois. Mais te sauver de sa colère est le premier véritable choix que j'ai jamais fait. Je ne reculerai pas maintenant. Ce soir-là, l'interview fut diffusée. En quelques heures, elle devint virale. Les réseaux sociaux explosèrent de réactions. Certains louaient le courage de Zara. D'autres l'accusaient de trahir sa famille. La vidéo de Tindé pratiquant la réanimation fut analysée par des experts médicaux, qui confirmèrent qu'il avait tout fait correctement. L'opinion publique commença à changer. Peu à peu, les gens commencèrent à voir Tindé comme une victime plutôt que comme un coupable. Mais Richard Kingsley n'avait pas dit son dernier mot. Il publia un communiqué par l'intermédiaire de ses avocats. Le texte affirmait que Zara souffrait d'un traumatisme et ne réfléchissait pas clairement. Il suggérait qu'elle avait été manipulée par Tindé. Il présentait Tindé comme un escroc ayant tout orchestré pour l'argent et la célébrité. La campagne de diffamation s'intensifia. Soudain, les tabloïds publièrent des articles sur le passé de Tinde. Ils exhumèrent d'anciens dossiers scolaires. Ils interrogèrent d'anciens voisins qui firent des déclarations vagues sur son caractère. Rien de tout cela n'était vrai, mais cela n'avait aucune importance. Le doute avait été semé. Tinda regardait avec horreur sa vie être disséquée, morceau par morceau, à la télévision nationale. Zara était furieuse. Elle voulait organiser une autre conférence de presse. Elle voulait poursuivre son père pour diffamation. Mais ses avocats l'avertirent que combattre Richard Kingsley devant les tribunaux prendrait des années et coûterait des millions. De l'argent que Tindé n'avait pas. Ils étaient piégés. Pendant ce temps, la famille de Tandy était harcelée. Des reporters campaient devant leur petite maison. Des inconnus criaient des questions à sa mère et à sa sœur lorsqu'elle tentait de sortir. Une nuit, Bissy appela Tindé en pleurs. « Frère, tu dois rentrer. Maman s'est encore effondrée. » Elle ne se réveille pas. Le cœur de Tindé s'arrêta. Il se tourna vers Zara. « Je dois y aller. Ma mère a besoin de moi. » Zara hocha immédiatement la tête. « Je te conduis. » Ils traversèrent la ville à toute vitesse. Lorsqu'ils arrivèrent chez Tindé, une ambulance était déjà là. Les secouristes sortaient sa mère sur un brancard. Tindé courut à ses côtés. « Maman, maman, tu m'entends ?» Les yeux de sa mère s'ouvrirent brièvement. Elle essaya de sourire.
Mon fils, mon bon fils. Puis ses yeux se refermèrent. Les secouristes la chargèrent dans l'ambulance. Tindé monta avec eux. Zara suivit dans sa voiture. À l'hôpital, les médecins emmenèrent la mère de Tindé en urgence. Tindé s'assit dans la salle d'attente, la tête dans les mains. Bissi était assise à côté de lui, sanglotant doucement. Zara se tenait non loin, ne sachant que faire ni que dire. Les heures passèrent. Finalement, un médecin sortit. Il avait l'air fatigué et triste. Monsieur Adet, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais l'état de votre mère était déjà trop avancé lorsqu'elle est arrivée. L'infection s'était propagée dans son sang bien avant aujourd'hui. Même si elle avait reçu un traitement plus tôt, l'issue aurait probablement été la même. Je suis vraiment désolé. Nous n'avons pas pu la sauver. Tinda fixa le médecin. Les mots n'avaient aucun sens. Puis, soudain, ils en eurent. Sa mère était morte. Elle était partie. Il se leva lentement. Ses jambes étaient engourdies. Bissi cria. Non, non, maman. Zara s'avança et rattrapa Bissi lorsqu'elle s'effondra. Tindé passa devant eux tous, descendit le couloir, sortit de l'hôpital et s'enfonça dans la nuit. Il marcha pendant des heures sans rien voir. Son esprit était vide. Son cœur était brisé. Quand il s'arrêta enfin, il se trouvait sur un pont au-dessus de la rivière. Il regarda l'eau sombre en contrebas. Ce serait si facile de sauter, de laisser le courant l'emporter, de mettre fin à toute cette douleur. Sa mère était morte parce qu'il n'avait pas pu payer ses médicaments. Parce qu'il avait perdu sa charrette en sauvant une inconnue. Parce que la famille Kingsley avait détruit sa vie. À quoi bon continuer? Que est-ce qu'il lui restait? Il monta sur la rambarde. Le vent sifflait autour de lui. En dessous, la rivière grondait et rugissait. Un pas. C'est tout ce qu'il fallait. Juste un pas. Puis il entendit une voix derrière lui. Tindé, ne fais pas ça, je t'en prie. Il se retourna et vit Zara. Elle se tenait à quelques mètres de lui. Des larmes coulaient sur son visage. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tindé rit amèrement. Pourquoi pas? Ma mère est morte. Ma vie est finie. Ton père a gagné. Il ne reste plus rien. Zara secoua la tête désespérément. Ce n'est pas vrai. Ta sœur a besoin de toi. Bissi a besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Ne laisse pas mon père gagner. Ne le laisse pas te détruire. Combats-le. Combat avec moi. Nous pouvons encore gagner. Les mains de Tindé s'agrippèrent à la rambarde. Comment pourrions-nous gagner? Zara fit un pas prudent vers lui. En survivant. En refusant de céder, en montrant au monde que des gens comme mon père ne peuvent pas écraser des gens comme toi. S'il te plaît, Tinda, redescends. Quelque chose dans sa voix le toucha. Lentement, Tindé escalada la rambarde et retomba sur le sol. Ses jambes cédèrent et il s'effondra. Zara courut vers lui et l'entoura de ses bras. Il ne la repoussa pas. Il resta assis, laissant enfin couler ses larmes. Il pleura sa mère, son enfance perdue, toutes les injustices qu'il avait subies. Zara le serra contre elle et pleura aussi. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux épuisés. Zara aida Tinda à se relever faiblement. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la voiture. Aucun d'eux ne remarqua le photographe caché dans l'ombre, capturant chaque moment, chaque étreinte, chaque larme. Le lendemain, ces photos seraient partout. Et Richard Kingsley aurait de nouvelles munitions. Le lendemain matin, les tabloïds explosèrent avec des titres scandaleux. Iris et Street Hawk surpris dans une étreinte secrète à minuit. Amour ou manipulation?
Des photos de Zara embrassant Tindé furent publiées dans tous les journaux et sites web. Les images étaient sorties de leur contexte, présentées comme romantiques au lieu d'être compassionnelles. L'opinion publique changea à nouveau. Les gens accusèrent Zara d'avoir une relation inappropriée avec Tinde. Ils disaient qu'elle était imprudente, qu'elle souffrait du syndrome de Stockholm, que Tindé la manipulait pour de l'argent. Richard Kingsley organisa une conférence de presse. Il se tenait devant les caméras, grave et préoccupé. « Ma fille n'est clairement pas bien. Elle prend des décisions qui mettent en danger sa vie et celle de notre famille. En tant que père, je dois intervenir. À compter de maintenant, Zara recevra un traitement dans un établissement privé. » Zara regarda la conférence à la télévision, horrifiée. « Il va m'enfermer. Il va dire que je suis folle et me retirer ma liberté. » Tindé se tenait à côté d'elle, tout aussi horrifié. « Nous devons fuir. Il faut te sortir d'ici avant qu'il ne te trouve. » Zara hocha la tête. « Mais où aller? Mon père a des gens partout. » Tindé réfléchit rapidement. « Je connais un endroit. Mon oncle habite dans un village à 3 heures d'ici. C'est isolé. Personne ne pensera à chercher là-bas. » Zara ne réfléchit pas une seconde. « Allons maintenant. » Ils prirent ce peu d'affaires qu'ils avaient. Ama, le garde du corps loyal, leur prêta sa voiture personnelle. « Faites attention. Richard Kingsley est un homme dangereux quand il est acculé. » Ils le remercièrent et partirent juste quelques minutes avant que les hommes de Richard n'arrivent à la planque. Le trajet vers le village fut tendu. Chaque fois qu'ils croisaient des voitures de police, ils retenaient leur souffle, mais personne ne les arrêta. Ils arrivèrent au village au coucher du soleil. L'oncle de Tanda, Dotin, était agriculteur, un homme gentil aux mains abîmées par le travail et au sourire chaleureux. Il ne posa pas de questions quand Tindé arriva avec une jeune femme. Il les accueillit simplement dans sa petite maison. Ce soir-là, ils mangèrent un simple repas de riz et de légumes. La femme de Dotin, Halima, s'occupa d'eux. « Vous avez l'air épuisé. Reposez-vous. Tout sera plus clair demain matin. » Zara la remercia avec gratitude. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit en sécurité. Cette nuit-là, elle et Tindé dormaient dans des chambres séparées, mais aucun des deux ne pouvait vraiment se reposer. Trop de choses s'étaient passées. Trop de choses étaient encore incertaines. Le lendemain matin, Zara se réveilla tôt. Elle trouva Tindé dehors, assis sous un grand manguier. Le village était paisible. Des enfants jouaient au loin, des poules picoraient la terre. C'était un monde à part du chaos de la ville. Zara s'assit à côté de Tindé. « Comment vas-tu ? » Tindé ne la regarda pas. « Ma mère est morte. Je suis un fugitif. Tout le pays pense que je suis un criminel ou un escroc. Que crois-tu que je sois ? » Zara grimaça. « Je suis désolée. C'était une question stupide. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Zara reprit. « Je pensais que peut-être nous devrions nous exprimer publiquement. Pas par les médias, mais par les réseaux sociaux. Raconter notre histoire directement au peuple. Sans filtre, sans éditeur, juste la vérité. » Tindé réfléchit. « Mon oncle n'a pas d'internet ici. » Zara sortit son téléphone. « J'ai des données mobiles. Nous pouvons enregistrer une vidéo maintenant et la publier sur toutes les plateformes. Que les gens entendent notre version directement. Qu'en penses-tu ? » Tindé la regarda enfin. « Tu crois vraiment que les gens écouteront ? » Zara croisa son regard. « Je ne sais pas, mais nous devons essayer. Nous ne pouvons pas laisser la mort de ta mère être vaine. Nous ne pouvons pas laisser mon père gagner. » Tindé prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « D'accord, faisons-le. »
Ils installèrent le téléphone de Zara contre un rocher, vérifièrent la stabilité de la caméra, puis s'assirent côte à côte et commencèrent l'enregistrement. Leurs mots étaient simples et honnêtes. Ils racontèrent toute l'histoire du début à la fin. Zara regarda directement la caméra. Je m'appelle Zara Kingsley. Tout ce que vous avez entendu sur moi est un mensonge. Mon père a dépensé des millions de dollars pour détruire la réputation de cet homme parce que Tindé a osé me sauver la vie. Parce qu'il a fait paraître mon père mauvais en étant une meilleure personne que nous tous. Je ne suis pas manipulé. Je ne suis pas malade. Pour la première fois de ma vie, je suis éveillé et je choisis de soutenir quelqu'un qui représente la vraie bonté dans un monde rempli de cupidité et de corruption. Tinda parla ensuite. Sa voix était brute d'émotion. Je m'appelle Tandy. Je ne suis pas un escroc. Je ne suis pas un criminel. Je suis un fils qui a perdu sa mère parce que je ne pouvais pas payer ses médicaments, parce que j'ai perdu mon gagne-pain en essayant de faire ce qui était juste. Si cela fait de moi un vilain à vos yeux, alors je ne veux plus vivre dans votre monde. Ils publièrent la vidéo et attendirent. En quelques minutes, les vues commencèrent à augmenter. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Les gens commencèrent à la partager partout. Les commentaires affluèrent. La plupart étaient favorables. Les gens furent touchés par leur honnêteté, par leur douleur. Mais il y eut aussi des commentaires haineux. Les gens qui croyaient encore aux mensonges de Richard Kingsley. Les gens qui pensaient que Zara était naïve et que Tandy était manipulateur. La vidéo continuait de se répandre. Le soir venu, elle avait déjà plus d'1 million de vues. Les chaînes d'information commencèrent à en parler. Cette fois, la couverture était plus équilibrée. Les journalistes posaient des questions plus difficiles. Pourquoi Richard Kingsley était-il si déterminé à détruire Tandy? Que cachait-il? Que disait cela du pouvoir des riches sur les citoyens ordinaires? Le récit était en train de changer à nouveau. Mais Richard Kingsley n'avait pas encore terminé. Cette nuit-là, il passa à l'action. Il envoya une équipe d'enquêteurs privés pour localiser le signal du téléphone de Zara. Ils le tracèrent jusqu'à la zone générale du village. Des voitures de police entourèrent la petite communauté. Les officiers frappaient de porte en porte pour poser des questions. Dotin les vit arriver. Il cacha rapidement Zara et Tandy dans une cave de stockage sous le plancher de la cuisine. C'était sombre et étroit. Zara et Tandy se recroquevillèrent dans l'obscurité, à peine respirant. Au-dessus d'eux, ils entendirent de lourds pas, des voix exigeant des informations. Dotin répondit calmement à la police qu'il n'avait vu personne. Les officiers fouillèrent la maison malgré tout. Ils passèrent juste au-dessus de la porte de la cave cachée. Zara attrapa la main de Tandy. Il la serra en retour. Ils attendirent dans un silence terrifié, pendant ce qui sembla durer des heures. Finalement, les pas reculèrent. La police partit, mais Dotin les prévint. Ils reviendront. Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas sûr. Tinda sentit le désespoir l'envahir. Nous n'avons nulle part où aller. Zara le regarda avec détermination. Alors, nous arrêtons de fuir. Nous retournons en ville. Nous faisons face à mon père directement. Tindé la fixa. C'est insensé. Il va nous détruire. Zara secoua la tête. Il a déjà essayé et nous sommes toujours là, toujours en train de nous battre. Peut-être qu'il est temps de porter le combat jusqu'à lui. Organiser une conférence de presse, demander un débat public, le forcer à nous affronter devant le monde. Tinda voulut protester, mais quelque chose dans les yeux de Zara le fit taire. Elle avait raison. Fuir ne les sauverait pas. Seule la confrontation le pouvait. Il hocha lentement la tête. D'accord, retournons-y, finissons-en.
Dotin et Halima leur donnèrent de la nourriture et des provisions pour le voyage. Dotin posa une main sur l'épaule de Tindi. Ton père serait fier de toi. Tu es devenu un homme de courage. Tindé sentit les larmes lui monter aux yeux. Il étreignit son oncle avec force. Puis lui et Zara remontèrent dans la voiture et commencèrent le long trajet de retour vers la ville. Les routes étaient sombres et désertes. Aucun des deux ne parlait beaucoup. Ils se préparaient mentalement à ce qui les attendait. À l'arrivée aux limites de la ville, Zara passa un coup de fil. Elle appela Funi, la productrice de télévision. Funi, j'ai besoin de ton aide une fois de plus. Je veux tenir une conférence de presse en direct demain. Je veux défier mon père de m'affronter publiquement. Peux-tu organiser cela? Funi resta silencieuse un instant. Puis elle dit. Zara, c'est dangereux. Ton père est puissant. Si tu l'affrontes directement, il ripostera de façon que tu ne peux même pas imaginer. Es-tu absolument sûre de cela? Demanda Zara. Elle regarda Tandi. Il hocha la tête. Elle parla dans le téléphone. Je suis sûre que tout se terminera demain. D'une façon ou d'une autre. Funi soupira. D'accord, je vais passer les appels. Soyez au studio à 9 heures demain matin. Et Zara, fais attention. Zara la remercia et raccrocha. Ensuite, elle et Tindi trouvèrent un petit hôtel bon marché pour passer la nuit. Ils payèrent en espèces afin de ne pas être tracés. La chambre était minuscule, avec du papier peint qui se décollait et un lit bosselé, mais c'était un abri. Ils s'assirent de part et d'autre du lit, fixant les murs. Tinda rompit finalement le silence. Pourquoi fais-tu ça? Vraiment? Tu pourrais t'en aller maintenant. Retourner chez ton père. Lui dire que je t'ai forcé à fuir. Il te reprendrait. Tu serais en sécurité. Zara se tourna vers lui. Ses yeux étaient déterminés. Parce que je ne peux plus vivre dans ce monde, parce que tu m'as montré ce qu'est la véritable intégrité. Mon père a passé sa vie à construire un empire sur des mensonges et l'exploitation. Et j'en ai bénéficié toute ma vie. Chaque luxe que j'ai connu a coûté à des gens comme toi. Des gens qu'il a écrasés sans y réfléchir. Je ne peux plus faire partie de ça. Je préfère tout perdre et défendre quelque chose de vrai que continuer à vivre un mensonge confortable. Tinda sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Il avait passé tant de temps à être en colère contre Zara, à la blâmer pour sa souffrance. Mais elle avait tout sacrifié pour l'aider. Sa famille, sa fortune, sa sécurité. Elle avait tout abandonné pour un inconnu, pour ce qui était juste. Il tendit la main à travers le lit et prit la sienne. Merci pour tout. Je ne crois pas te l'avoir encore dit, mais merci. Zara serra sa main. Tu m'as sauvé la vie, Tindé. Je ne fais que rendre l'appareil. Ils restèrent là, main dans la main, dans cette chambre d'hôtel miteuse. Deux personnes de mondes complètement différents, unies par les circonstances et par le choix. La ville dormait dehors, inconsciente que demain, tout changerait. Le matin arriva trop vite. Zara et Tindé arrivèrent au studio de télévision avant l'aube. Funi les accueillit à la porte, l'air inquiète. J'ai des nouvelles. Ton père c'est pour la conférence de presse. Il envoie ses avocats. Ils vont essayer de tout faire annuler, mais j'ai invité des journalistes indépendants de tous les grands médias. La presse internationale aussi. Si ton père tente de te faire taire, ce sera devant le monde entier. Zara hocha la tête. Bien. C'est exactement ce que je veux. Ils furent conduits dans le studio. Les équipes de caméras installaient déjà le matériel. La salle bourdonnait d'énergie. Les journalistes chuchotaient entre eux. C'est l'histoire la plus importante de l'année, peut-être de la décennie. À exactement 9 heures, les caméras furent en direct.
Zara s'assit à une table, Tindy à ses côtés. Des micros étaient disposés devant eux. La salle était remplie de reporters. Funny se tenait au fond, lui adressant un signe d'encouragement. Zara se racla la gorge et commença à parler. Bonjour. Je m'appelle Zara Kingsley. À mes côtés se trouve Tindy. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire la vérité sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Mais plus important encore, nous sommes ici pour dénoncer la corruption et la cruauté de mon père, Richard Kingsley. Pendant des années, mon père a utilisé sa richesse et son pouvoir pour contrôler les récits, détruire quiconque le menaçait, faire taire ceux qui s'opposaient à lui. Tindy n'est que la dernière victime, mais il sera la dernière. La salle éclata de questions. Les journalistes criaient les uns par-dessus les autres. Mademoiselle Kingsley, accusez-vous votre père d'activité criminelle? Quelles preuves avez-vous? Zara leva la main pour demander le silence. J'ai des preuves. Des relevés financiers montrant des pots de vin versés à des journalistes pour écrire de fausses histoires sur Tindy. Des emails prouvant que mon père a ordonné une campagne pour détruire la réputation de Tindy. Des messages textes montrant qu'il a donné des instructions à son équipe de sécurité pour intimider la famille de Tindy. Je publie tout cela aujourd'hui à la presse. Mon père est un homme corrompu qui se croit au-dessus des lois et je suis ici pour prouver que ce n'est pas le cas. La salle tomba silencieuse. C'était explosif. Les journalistes tapaient frénétiquement leurs notes. Les caméras zoomaient sur le visage de Zara. Elle semblait calme et déterminée. Puis les portes du studio s'ouvrirent brusquement. Richard Kingsley entra, entouré de 6 avocats en costume chair. Son visage était rouge de colère. Il pointa Zara du doigt. Cette conférence de presse est terminée. Ma fille n'est pas mentalement bien. Elle n'est pas autorisée à parler au nom de la famille Kingsley. Zara se leva. Sa voix était froide. Je ne parle pas au nom de la famille, père. Je parle contre vous. Les yeux de Richard se plissèrent. Enfant ingrate, après tout ce que je t'ai donné. Voilà comment tu me rembourses, en trahissant ton propre sang. Zara rit amèrement. Vous ne m'avez rien donné d'autre qu'une cage. Vous m'avez contrôlé et manipulé toute ma vie. Eh bien, plus maintenant. J'en ai fini d'être votre marionnette. Richard se tourna vers les caméras. Sa voix devint suave et persuasive. Mesdames et messieurs, veuillez excuser ce spectacle. Ma fille a traversé une expérience traumatisante. Elle ne pense pas clairement. Ce jeune homme à ses côtés l'a manipulée pour son propre profit. Je suis prêt à lui offrir un règlement financier substantiel s'il accepte de laisser Zara tranquille et d'abandonner cette affaire. Tindy se leva lentement. Sa voix était stable. Je ne veux pas de votre argent, monsieur Kingsley, je veux ma vie. Je veux ma mère. Mais puisque je ne peux pas l'avoir, je me contenterai de la vérité. La vérité que vous êtes un homme cruel qui se soucie plus de sa réputation que de la vie humaine. Vous avez laissé ma mère mourir. Vous avez détruit mon nom. Et maintenant, vous êtes ici, essayant d'acheter votre sortie des conséquences. La salle était électrisée. Les caméras capturaient chaque mot. C'était la télévision en direct. Des millions de personnes regardaient. Le masque de Richard glissa, son visage se tordit de rage. Vous n'êtes rien. Un rat de rue qui aurait dû s'occuper de ses affaires. Vous pensez pouvoir me défier? Je vais vous enterrer. Je vais vous effacer de l'existence. Zara s'interposa. Et voilà. Le vrai Richard Kingsley. Pas le philanthrope, pas le génie des affaires, juste un tyran qui détruit quiconque est plus faible que lui. Mais voici ce que vous ne comprenez pas, père, dit-elle. Tindy n'est pas plus faible que vous. Il est plus fort parce qu'il possède quelque chose que vous n'aurez jamais, l'intégrité.
La salle éclata en applaudissements. Les journalistes acclamaient. Richard regardait autour de lui, affolé. Il avait perdu le contrôle de la situation. Un des avocats de Richard s'avança. Monsieur Kingsley, nous devons partir maintenant. C'est préjudiciable. Richard repoussa la main de l'avocat. Il lança un dernier regard à Zara. Tu as fait ton choix. Tu n'es plus ma fille. Tu es coupée. Pas d'argent, pas de nom, pas de famille. Tu n'auras rien. Zara sourit tristement. Je n'ai déjà rien, père. Vous vous êtes assuré de cela il y a des années. Richard se retourna et sortit en trombe du studio. Son avocat tenta de le suivre précipitamment. Dès qu'il fut parti, la salle explosa de questions. Mademoiselle Kingsley, que ferez-vous maintenant? Monsieur Admis, comment vous sentez-vous? Zara leva de nouveau la main. Nous répondrons aux questions, mais d'abord je veux dire quelque chose à tous ceux qui regardent. L'argent ne vous rend pas puissant. La peur ne vous rend pas fort. Mon père a dépensé des milliards pour construire un empire, mais aujourd'hui un pauvre vendeur ambulant l'a battu. Parce que la vérité est plus puissante que les mensonges, et le courage vaut plus que l'or. La conférence de presse dura encore 2 heures. Zara publia toutes les preuves qu'elle avait recueillies. Les journalistes examinèrent les documents montrant la corruption de Richard, ses pots de vin, ses menaces et ses affaires illégales. C'était une mine d'or. En quelques heures, l'histoire avait pris une dimension mondiale. Les chaînes d'information du monde entier la relayaient. Richard Kingsley, milliardaire, exposé par sa propre fille. La chute d'un titan, enquête demandée. Le soir venu, des responsables gouvernementaux annoncèrent qu'ils allaient lancer une enquête officielle sur les pratiques commerciales de Richard Kingsley. Le cours de ses actions s'effondra. Ses partenaires commencèrent à prendre leur distance. Son empire s'effritait. Et tout avait commencé avec un jeune homme pauvre refusant de se taire. Tandy et Zara quittèrent le studio épuisés mais soulagés. C'était enfin terminé. Ils avaient gagné. Mais la victoire avait un prix. Zara n'avait plus d'argent, pas de maison, pas de famille. Elle était désormais vraiment seule. Tandy la regarda alors qu'il se tenait dans la rue devant le studio. Que feras-tu maintenant? Où iras-tu? Zara haussa les épaules. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu à le décider auparavant. Tandy hésita. Puis il dit. Tu peux rester avec moi. Ce n'est pas grand-chose. Juste une petite pièce, mais c'est un abri et tu es la bienvenue. Les yeux de Zara se remplirent de larmes. Tu ferais ça après tout ce que ma famille t'a fait? Tandy sourit doucement. Tu n'es pas ta famille, Zara. Tu l'as prouvé aujourd'hui. Allez, rentrons chez nous. Ils prirent le bus pour le quartier de Tandy. Le trajet fut long à travers la ville. À leur arrivée, Bissy les attendait dehors. Elle courut vers Tandy et le serra dans ses bras. Frère, j'ai tout vu à la télévision. Tu as été si courageux. Puis elle regarda Zara timidement. Merci d'avoir aidé mon frère. Zara s'agenouilla à hauteur de Bissy. C'est ton frère qui m'a aidé. Je ne fais que lui rendre l'appareil. Bissy sourit. Tu peux rester avec nous. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous partageons ce que nous avons. Zara serra la petite fille dans ses bras. Merci. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Ils entrèrent dans la petite pièce. Elle semblait encore plus petite à 3, mais elle était chaleureuse, sûre, comme un foyer. Cette nuit-là, ils mangèrent ensemble un repas simple de pain et de haricots. Ce n'était pas luxueux, mais c'était suffisant. Zara ne s'était jamais sentie aussi bien. Pour la première fois de sa vie, elle était libre. Libre du contrôle de son père. Libre des attentes.
libre de choisir son propre chemin. Elle regarda Tindy de l'autre côté de la pièce. Il aidait Bissy avec ses devoirs, patient et gentil. Cet homme l'avait sauvé de plusieurs manières, non seulement sa vie physique, mais son âme. Il lui avait montré ce qu'était la bonté, ce qu'était la vraie force. Et elle sut à ce moment précis qu'elle ferait tout pour le protéger, pour rester à ses côtés. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Les semaines qui suivirent furent difficiles. L'enquête gouvernementale sur Richard Kingsley avançait lentement. Ses avocats ripostaient avec acharnement, mais les preuves fournies par Zara étaient accablantes. Peu à peu, pièce par pièce, l'empire de Richard fut démantelé. Les entreprises qu'il possédait furent saisies. Les comptes bancaires gelés. Ses partenaires le quittèrent. Le puissant Richard Kingsley était à genoux. Pendant ce temps, Tindy essayait de reconstruire sa vie, mais ce n'était pas facile. Il n'avait toujours pas de charrette, aucun moyen de gagner de l'argent. Zara voulait l'aider, mais elle n'avait aucune ressource. Elle avait été complètement coupée de tout. Il survivait grâce à la gentillesse des voisins et au peu d'argent que Busy gagnait avec de petites courses. C'était humble, mais réel. Un après-midi, un avocat se présenta à leur porte. C'était un jeune homme aux yeux bienveillants. Il se présenta, Chitty. Je représente une coalition d'organisations de défense des droits civiques. Nous avons suivi votre histoire. Nous aimerions vous offrir une représentation juridique, monsieur Admis. Nous pensons que vous avez des motifs pour poursuivre Richard Kingsley pour diffamation et préjudice émotionnel. Tindy était stupéfait. Poursuivre Richard Kingsley? Je n'ai pas d'argent pour des avocats. Chitty sourit. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous vous représenterons gratuitement. Cette affaire est importante, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont été écrasés par les riches et les puissants. Nous voulons aider. Tindy regarda Zara. Elle hocha la tête avec encouragement. Il se tourna vers Chitty. Très bien, faisons-le. La semaine suivante, la poursuite fut déposée. Elle accusait Richard Kingsley d'avoir orchestré une campagne malveillante pour détruire la réputation de Tindy. Elle réclamait des compensations pour les pertes de revenus, le préjudice émotionnel et des dommages punitifs. Les médias s'emballèrent. C'était inédit. Un pauvre vendeur ambulant affrontant un milliardaire devant un tribunal. L'affaire devint un symbole, un cri de ralliement pour la justice. Des gens de tous horizons commencèrent à soutenir Tindy. Les dons affluèrent de la part d'inconnus. De petites sommes, 5 $, 10 $. Mais cela s'additionnait. En quelques jours, Tindy avait assez d'argent pour acheter une nouvelle charrette, la remplir de marchandises et recommencer à travailler. Il était bouleversé par la générosité, par la bonté de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Cela redonna foi en l'humanité. Le procès commença 3 mois plus tard. La salle d'audience était pleine. Les journalistes occupaient tous les sièges. Les caméras tapissaient les murs. À l'extérieur, des foules se rassemblèrent pour soutenir Tindy. Ils brandissaient des pancartes, « Justice pour Tindy, la vérité contre le pouvoir, le peuple contre le milliardaire ». Tindy s'assit à la table du plaignant, Chitty à ses côtés. De l'autre côté, Richard Kingsley était assis avec son équipe d'avocats coûteux. Il paraissait plus petit, diminué. Son empire s'était effondré. Sa réputation était en ruine, mais il conservait sa fierté. Il fixa Tindy avec une haine pure. Le juge entra, une femme âgée au regard sévère, nommée Justice Amina. Elle frappa de son marteau. La cour est maintenant en session. Commençons. Le procès dura 2 semaines. Chitty présenta les preuves méthodiquement, email, messages textes, relevés financiers, témoignages de journalistes payés pour écrire de fausses histoires, témoignages des voisins de Tindy sur le harcèlement subi.
C'était accablant. Les avocats de Richard tentèrent de riposter. Ils affirmèrent que Richard ne faisait que protéger sa fille, que ses actions étaient justifiées, mais les preuves étaient écrasantes. Le dernier jour, Tandy monta à la barre. Chitty lui demanda de décrire ce qu'il avait perdu. Tandy parla lentement, douloureusement. Il parla de sa mère, de la tenir par la main alors qu'elle mourait, de la perte de son gagne-pain, de sa réputation, de son sentiment de sécurité. Sa voix se brisa, mais il continua, parce que sa douleur comptait, son histoire comptait. Lorsque Tandy eut terminé, il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. Même la juge semblait émue. L'avocat de Richard se leva pour le contre-interroger. Il tenta de présenter Tandy comme opportuniste, avide, mais Tandy répondit à chaque question avec une honnêteté calme. Il ne vacilla pas. Finalement, l'avocat abandonna. Le juge appela les plaidoiries finales. Chitty se leva devant le jury. Mesdames et messieurs, cette affaire est simple. Un homme a sauvé la vie d'une femme et un milliardaire a essayé de le détruire pour cela. Pourquoi ? Parce que Richard Kingsley ne peut pas accepter qu'une personne pauvre, quelqu'un qu'il considère inférieur, puisse lui faire honte, lui montrer qu'elle est meilleure que lui. Ce n'est pas la justice, c'est de la cruauté. Et nous sommes ici aujourd'hui pour dire que la cruauté a des conséquences, même pour les milliardaires. L'avocat de Richard donna sa plaidoirie finale, mais elle était faible. Il n'avait pas de véritable défense. Le jury délibéra seulement 3 heures. Lorsqu'il revint, les 4 membres se levèrent. Nous statuons en faveur du plaignant, Tandy admis. Nous lui accordons 5 millions de dollars de dommages compensatoires et 20 millions de dollars de dommages punitifs. La salle d'audience éclata. Les gens acclamèrent. Tandy resta figé, sous le choc. 25 millions de dollars. Il n'arrivait pas à le comprendre. Zara saisit sa main et la serra. Tu l'as fait. Tu as gagné. Tandy la regarda, les larmes coulant sur ses joues. Nous avons gagné. Richard Kingsley se leva brusquement. Son visage était violet de rage. Ce n'est pas fini. Je vais faire appel. Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Justice Amina frappa de son marteau. Monsieur Kingsley, vous êtes en outrage. Asseyez-vous ou je vous ferai expulser. Richard s'assit, mais tout son corps tremblait de fureur. La juge poursuivit. Monsieur Kingsley, vous avez utilisé votre richesse comme une arme trop longtemps. Aujourd'hui, cette arme se retourne contre vous. J'espère que vous tirerez une leçon de cette expérience, bien que j'en doute. La cour est ajournée. Le marteau retomba avec finalité. Les gens se précipitèrent pour féliciter Tandy. Des inconnus le serrèrent dans leurs bras. Les journalistes lançaient des questions. Mais Tandy n'avait d'yeux que pour Zara. Elle souriait à travers ses larmes. Ensemble, ils traversèrent la foule et sortirent à la lumière du soleil. L'air n'avait jamais été aussi doux. La liberté n'avait jamais été aussi bonne. Ils avaient affronté le géant et gagné ensemble. Et maintenant, l'avenir s'ouvrait devant eux, plein de possibilités, d'espoir et d'une chance de reconstruire. L'argent du procès changea tout. Tandy l'utilisa judicieusement. D'abord, il paya des funérailles dignes pour sa mère, une belle cérémonie honorant sa mémoire. Ensuite, il acheta une petite maison pour lui et Bissy. Rien d'extravagant, juste un foyer simple avec un jardin. Il investit dans une petite entreprise, pas seulement une charrette, mais un vrai magasin. Il employa d'autres jeunes du quartier, leur donna des emplois, des opportunités. Il se souvenait de ce que c'était de n'avoir rien, d'être invisible, et il était déterminé à aider d'autres à échapper à ce sort. Zara resta à ses côtés à chaque étape. Elle trouva du travail dans une organisation à but non lucratif aidant les femmes et les enfants vulnérables.
Elle utilisa son éducation et son expérience pour faire une vraie différence. Au fil des mois, quelque chose d'inattendu se produisit entre Tandy et Zara. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Ils ne se précipitèrent pas. Ils prirent leur temps, apprenant à se connaître, à se faire confiance. Un soir, ils étaient assis sur le porche de la nouvelle maison de Tandy, regardant le coucher de soleil. Bissy était à l'intérieur en train de faire ses devoirs. L'air était frais et paisible. Tandy tendit la main et prit celle de Zara. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour tout ce que tu as sacrifié pour m'aider. » Zara sourit. « Tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai fait un choix et je le referai. » Tandy se tourna vers elle. « Je t'aime, Zara. Je crois que je t'aime depuis le jour où tu as tenu tête à ton père. Depuis que tu as choisi la vérité plutôt que le confort. Veux-tu m'épouser ?» Zara s'arrêta, le souffle coupé. Des larmes remplirent ses yeux. « Oui. Oui, je veux t'épouser. » Ils s'embrassèrent alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. À l'intérieur de la maison, Bissy jeta un coup d'œil par la fenêtre et sourit. Elle l'espérait depuis longtemps. 2 mois plus tard, ils eurent un petit mariage. Rien de luxueux, juste des amis proches et des membres de la communauté. Chitty était présent, Fumi la journaliste, Ama le fidèle garde du corps. Dotin et Halima avaient voyagé depuis le village. La cérémonie eut lieu dans une église locale. Simple et belle. Lorsque Tandy et Zara échangèrent leurs vœux, pas un seul œil ne resta sec dans la salle. Ils promirent de s'aimer malgré les épreuves, de se tenir ensemble contre l'injustice, de construire une vie basée sur l'honnêteté et la compassion, et ils le pensaient vraiment. Richard Kingsley n'avait pas été invité. Il avait disparu de la vie publique après le procès. Certains disaient qu'il avait fui le pays, d'autres qu'il vivait en reclus, incapable d'affronter sa honte. Zara s'en fichait. Elle avait fait la paix avec la perte de son père. Elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, une vraie famille. Des gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait. Marcus, son frère, la contacta une fois. Il envoya une lettre pour s'excuser de ne pas avoir pris sa défense, d'avoir été lâche. Zara lui répondit. Elle lui pardonna, mais précisa qu'elle avait tourné la page. Le nom Kingsley ne signifiait plus rien pour elle. Elle était Zara Admi, et elle en était fière. Les années passèrent. L'entreprise de Tandy se développa. Il ouvrit 2 autres magasins, employa des dizaines de personnes et devint un membre respecté de la communauté. L'association de Zara s'étendit. Ils aidèrent des centaines de familles à sortir de la pauvreté, offrir éducation et formation professionnelle aux femmes, et eurent un réel impact. Bissy grandit forte et confiante. Elle devint enseignante, comme elle l'avait toujours rêvé. Elle n'oublia jamais les épreuves qu'ils avaient traversées et consacra sa vie à aider les enfants de familles pauvres à recevoir l'éducation qu'ils méritaient. Les 3 restèrent proches, une famille forgée non par le sang, mais par le choix, par l'amour, par la lutte et le triomphe partagé. Un soir, Tandy était assis sur le porche avec sa femme et sa sœur. Il regardait des enfants jouer dans la rue. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Bissy se tourna vers Tandy. « Frère, penses-tu parfois à ce jour-là? Le jour où tu as sauvé Zara ?» Tandy hocha la tête. « Tous les jours. Ça a tout changé. » Zara posa sa tête sur son épaule. « Tu sais ce qui est étrange? Toute ma vie, j'ai cru que j'avais besoin de richesse et de statut pour être heureuse, mais j'étais misérable. Maintenant, je n'ai presque rien comparé à ce que j'avais avant, et je n'ai jamais été aussi heureuse. » Tandy embrassa le sommet de sa tête. « Tu as tout ce qui compte, l'amour, un but, la liberté. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. » Bissy sourit. « Maman serait fière de vous 2.
Tindi sentit des larmes perler dans ses yeux. Je l'espère. Je l'espère vraiment. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, tandis que l'obscurité tombait et que les étoiles apparaissaient dans le ciel. L'histoire de Tindi et Zara devint légendaire dans leur ville. On en parlait pendant des années. Le vendeur ambulant qui avait défié un milliardaire et gagné. La fille qui avait tout sacrifié pour la justice. Leur histoire inspira d'autres personnes. Les jeunes commencèrent à dénoncer la corruption, à défier les puissants, à exiger des comptes. La culture commença à changer. Lentement mais sûrement, le changement s'opérait. Et tout avait commencé par un acte de courage sur une rue animée. Un homme qui avait refusé de s'éloigner lorsque quelqu'un avait besoin d'aide. Tindi ne regretta jamais d'avoir sauvé Zara ce jour-là, malgré toute la douleur que cela avait causée. Malgré la perte de sa mère, malgré la persécution et la peur, parce qu'au final, cela l'avait conduit à sa raison d'être, à sa femme, à une vie pleine de sens. Il avait appris que faire ce qui est juste a toujours un prix. Mais le coût de l'inaction est bien plus grand. On perd son humanité, son âme, et ces choses ne peuvent jamais être rachetées. Il enseigna donc à ses enfants, quand ils arrivèrent, à toujours aider les autres, à toujours défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Parce que c'est cela être vraiment humain, voir quelqu'un souffrir et choisir d'agir, choisir la compassion plutôt que le confort. Zara ne se réconcilia jamais avec son père. Richard Kingsley mourut seul 5 ans après le procès. Sa fortune avait été saisie par le gouvernement. Ses entreprises dissoutes. Il ne lui restait rien, ni famille, ni amis, ni héritage, si ce n'est une leçon à retenir. Quand Zara apprit sa mort, elle fut triste. Pas pour l'homme qu'il était, mais pour l'homme qu'il aurait pu être. S'il avait fait d'autres choix, s'il avait valorisé les gens plutôt que le profit, il aurait pu utiliser sa richesse pour faire tant de bien. Au lieu de cela, il l'avait utilisée comme une arme. Et au final, cela l'avait détruit. Zara assista à ses funérailles. Peu de monde était présent. Elle se tint près de sa tombe et fit ses adieux. Pas avec colère, ni ressentiment, juste avec acceptation. Il avait fait ses choix. Elle avait fait les siens. Alors que Zara se tenait près de la tombe de son père, Tindi vint à ses côtés. Il passa son bras autour de ses épaules. Ça va? Zara hocha la tête. Oui. Je pensais juste au choix, à comment un moment peut tout changer. Si tu ne m'avais pas sauvé ce jour-là, où serions-nous? Tindi y réfléchit. Je pousserais probablement encore une charrette, toujours en difficulté, toujours invisible, et tu serais probablement encore piégée dans le monde de ton père, malheureuse et contrôlée. Zara sourit. Alors peut-être que c'était le destin. Tindi secoua la tête. Non, pas le destin. Le choix. J'ai choisi de t'aider. Tu as choisi de m'aider. Nous nous sommes choisis. C'est ça qui a fait la différence. Ils quittèrent la tombe ensemble, se dirigeant vers leur voiture, vers leur maison, vers leur avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Nous espérons qu'elle a touché votre cœur et vous a inspiré. Prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contes africains incroyables et des histoires modernes.